Bonjour, Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, les négociations de Kampala entre les gouvernements congolais et les mouvements rebelles M23 tardent à démarrer. Prévu pour le vendredi 7 décembre, c'est finalement ce dimanche que cela pourrait, donc je parle au conditionnel, pourrait démarrer. Monsieur Mbelou, ces négociations sont-elles vouées à l'échec tant les acteurs principaux de la crise n'y sont pas? Hein, je signale que Kabila n'y est pas et Rouniga du M23 non plus. Monsieur Etienne Ngandou, je vous rappelle que lors de notre dernière émission, je vous ai dit que ces fameuses négociations constituaient une distraction, une diversion pour détourner l'attention des Congolais des véritables problèmes qui se posent à notre pays actuellement. Il y a la question de la légitimité politique qui se pose depuis les élections de novembre 2011. Cette question n'a pas encore réellement trouvé de réponse. Il y a la question de la déliquescence de l'État. L'État n'existe plus, il n'y a rien qui se fait chez nous. Il y a cette distraction qui est organisée pour pouvoir détourner l'attention des compatriotes des véritables questions de l'assomption des fonctions régaliennes par ceux qui font semblant de pouvoir gouverner notre pays aujourd'hui. Alors quand on nous crée cette diversion, on voudrait nous faire croire que le M23 n'est pas l'émanation du CNDP et que le CNDP n'est pas membre de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Nous avons ces jours-ci monsieur, notre jeune frère Jano Kabouya qui essaie de mettre sur le net une vidéo où monsieur Runiga, qui est le président actuel du M23, est allé signer les accords avec l'AMP à Kinshasa pour dire que le CNDP allait soutenir le président Kabila aux élections de 2011. Donc, monsieur Etienne Nandou, je reprends ce que je vous ai dit la fois dernière. La question qui se pose, le problème qui se pose entre le M23 et le pouvoir usurpateur de Kinshasa est une question interne à l'Alliance pour la majorité présidentielle. Si cette question-là ne trouve pas une solution au sein de la majorité présidentielle, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas au niveau du pays parce que tout le pays n'était pas concerné par les accords sur lesquels les fameuses négociations pourraient éventuellement porter. Ça, c'est un. De deux, monsieur Tenandou, il n'y a rien à négocier avec le M23. Pourquoi? Le M23 est une émanation du CNDP et le CNDP est une milice rwandaise. Donc, le M23 voudrait faire ce que le CNDP a fait par le passé, infiltrer les institutions politiques congolaises pour affaiblir davantage ce qui nous reste d'État. C'est cette politique d'infiltration qui affaiblit davantage le pays. C'est sur cette politique que le M23 table. Il est vraiment temps que nous puissions mettre fin à ce jeu qui n'a fait que trop durer. Oui, monsieur Mbelou, je disais, le M23, au-delà des revendications qu'il a par rapport au Kivu, vient avec des revendications du genre dissolution de la CENI et liberté des mouvements d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que cela est sérieux? Est-ce que ce n'est pas une façon de distraire les Congolais? Non, je ne cesserai de vous le répéter, c'est une diversion. Le M23, comme le CNDP, ce sont des milices rwandaises engagées par le Rwanda pour détruire, déstabiliser le Congo et faciliter le pillage des matières premières à l'est de notre pays et peut-être éventuellement faciliter la mise en application des accords de l'Emera qui avait accepté de pouvoir céder au Rwanda 300 km à l'intérieur de notre territoire national.
Le ministre de l'Intérieur qui était interpellé au Sénat a dit que les M23, dans l'une de ses revendications, voudrait que la région du Nord Kivu soit divisée en deux. Euh, N'est-ce pas, c'est là les débuts de ces fameux plans dont vous parlez? Non, mais le plan est toujours à l'œuvre. Notre pays, nous y reviendrons peut-être dans le débat, notre pays a été déjà balkanisé parce que il y a des morceaux qu'il faut racoler, les morceaux qui ne travaillent pas de manière harmonieuse. Je ne sais pas qui contrôle aujourd'hui, par exemple, les matières premières qui sont exploitées dans le Katanga. Il y a le centre qui ne coopère pas tellement avec l'Est. Il y a une certaine dislocation de fait qui est en train de s'opérer, mais le M23 voudrait que cette dislocation de fait devienne palpable, qu'elle devienne visible. Et cette dislocation va profiter au Rwanda et à l'Ouganda et au Burundi, et elle ne va pas profiter aux Congolais. Mais c'est un plan ourdi, c'est un complot. Je ne parlerai pas tellement en termes de complot. C'est un plan arrêté de longue date. Hein, quand vous relisez le discours, le texte que Lumumba donne à Ibadan au Nigeria en 59, 58-59, vous vous rendez compte que le plan de la balkanisation de notre pays était déjà à l'œuvre. Et ceux qui ont initié ce plan voudraient que le Congo soit disloqué en des petits États faibles et inefficaces, des petits États qui peuvent être facilement exploités. Donc, parce que le Congo, dans ses dimensions actuelles, fait peur. Et si ce géant arrivait à se mettre debout, il pourrait aider les autres pays africains à pouvoir travailler d'arrache-pied pour que l'unité africaine devienne effective. C'est cela qui fait peur aux initiateurs de la guerre de basse intensité qui sévit chez nous. Alors, ils créent des milices pour pouvoir rendre effectif ce plan qui date des années 60 déjà. Un mot sur les participants. Les quatre principaux groupes de l'opposition à l'Assemblée nationale de Kinshasa ont affirmé samedi leur refus de prendre part aux négociations de Kampala, arguant notamment du fait qu'ils n'y avaient été invités qu'en tant qu'observateurs. Est-ce cohérent de la part de cette opposition parlementaire? Il y a ce qu'elle ajoute encore une fois là, elle dit que les accords du 23 mars 2009 n'ont aucun caractère juridique et ils ne peuvent pas être opposables à tout le peuple congolais. Mais, M. Etienne Ngandou, c'est quelque chose de positif, mais qui est fait, qui est dit dans un contexte, dans un système de la mort auquel participe cette fameuse opposition politique congolaise. Comment voulez-vous qu'on s'insère dans un système illégitime, dans un système illégal, pour pouvoir chercher à tirer le Congo du pétrin? Il aurait mieux fallu que cette fameuse opposition n'accepte pas de participer à ce système issu des élections truquées et frauduleuses de 2011. C'est une opposition incohérente. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Si cette opposition n'avait pas été incohérente, on aurait eu une force acquise au changement assez efficace qui lutterait contre les usurpateurs des élections de 2011. Mais maintenant, cette opposition fait partie du système et légitime le système. C'est là où c'est là que se situe son incohérence. Pourquoi a-t-elle accepté de légitimer un système frauduleux issu des élections truquées de 2011?
cette incohérence doit pousser cette fameuse opposition à tirer les conséquences de ses actions et de son engagement. Mais il a été néanmoins souligné la présence à Kampala des deux personnalités politiques, hein, se disant de l'opposition. Il s'agit notamment de Christian Badibangi et François Mwamba, qui, disent-ils, hein, jouent les rôles d'observateurs pour empêcher des négociations entre Kinshasa et les rebelles. Est-ce crédible de la part de ces deux personnalités politiques? Monsieur Tengandou, il semble qu'il y a eu 30 000 dollars que cette délégation a touché par tête. Alors, quand vous me dites que Christian Badibangi et François Mwamba sont allés là-bas comme observateurs, moi ça me fait rigoler. Encore une fois, des compatriotes, traîtres de la cause congolaise, en train de courir derrière le sou, un point et un trait. Et c'est là qu'à un certain moment, de l'extérieur, on ne prend pas cette fameuse classe politique congolaise au sérieux. Nous nous plaignons, nous crions, nous disons que nous sommes attaqués de l'extérieur. Dans l'entretemps, vous avez 2, 3, 4, 5, une dizaine, une centaine, en train de chercher l'argent. L'argent à tout prix. Alors à ce moment-là, il faudrait qu'un jour, des gens comme ceux-là puissent être jugés et sévèrement punis pour qu'on ne recommence plus avec des traîtres de cet acabit dans notre pays. Donc, ils y vont parce qu'il y a de l'argent. Quand je sais d'où est venu Christian Badibangi, il a échappé à la mort parce que ce pouvoir-là en voulait à sa tête quand il était à côté de Gabriel Mokia, qui aujourd'hui croupit dans la prison de Makala, et qu'il se met à dire, moi je l'ai suivi de mes propres oreilles en train de dire, quand on dit que l'opposition n'est pas représentée et à ces négociations, c'est une insulte. Mais c'est lui qui insulte les Congolais en participant à des négociations bidons comme celle-là. Et tous ces gens-là ont la mémoire trop courte. Quand on examine les négociations passées, tous les dialogues organisés par le passé, ils n'ont rien donné. Pourquoi? Parce que les véritables acteurs, les acteurs pléniers de ce qui se passe dans notre pays n'étaient pas à ces différentes tables de négociation ou de dialogue. Quand ils ont essayé d'y participer, ils ont écrit des textes que les fameux participants à ces différentes négociations et dialogues n'ont fait que signer. Il y en a un auquel nous avons fait allusion la fois passée, qui nous dit tout le temps, nous avons été négociés à gauche, nous avons été négociés à droite, mais qui n'avoue pas qu'ils ont signé des textes écrits par d'autres. Aujourd'hui, vous prenez le livre de Pierre Payan, je pense vers les pages 390 ou 396, où on vous dit, voilà comment les choses se sont passées. Et l'International Crisis Group a essayé de dire après ce qui s'était passé dans ces différentes négociations organisées à Lusaka, à Sun City et ailleurs. Non, nous avons le malheur d'avoir sur le devant de la scène politique des bouffons qui se font passer pour des hommes politiques sérieux. Mais pour revenir sur le cas de Christian Badibangi par rapport à tout ce qu'il a vécu, ne trouvez pas que l'attitude qu'il a actuellement contribue à discréditer davantage l'opposition politique et voilà le peu de crédit que les gens peuvent encore avoir envers les politiciens congolais lorsqu'on observe ce genre de retournement des positions? Oui, mais monsieur Tengandou, ce que je venais de dire, quand on voit ce qui se passe là, on se dit, mais nous n'avons pas à compter sur ces bouffons-là. Il y a un devoir patriotique que les Congolais ont aujourd'hui, c'est de pouvoir renouveler leur classe politique. On ne peut plus continuer à compter avec ces gens qui, aujourd'hui, disent une chose, demain disent le contraire. Ils sont incapables d'être cohérents sur 3, 4, 5, 6 ans. Simplement sur une dizaine d'années. Hein? Quand on évoque de temps en temps le cas de M. Tshisekedi, c'est pourquoi? C'est parce que ce monsieur-là est resté cohérent pendant au moins une trentaine d'années. Il a eu un même discours pendant une trentaine d'années. On peut tout dire sur ses limites, mais il y a eu une certaine cohérence dans le chef de ce monsieur-là. Mais quand vous avez des gens qui aujourd'hui sont à gauche, demain à droite, vous ne savez pas avoir une lisibilité de la politique congolaise
de manière convenable. Donc, nous avons une responsabilité. Oui. N'est-ce pas parce que la politique chez nous est vécue, elle est perçue comme un business facile? Les gens se lancent en politique pour gagner de l'argent. Mais vous avez raison, ce n'est pas par idéal hein, que tous ces gens-là vont en politique. Mais Monsieur Timnandou, vous avez raison. On ne fait plus de la politique chez nous. On fait du business. On recourt au mot politique, on tient des discours incohérents pour avoir à manger. Alors quand on est politicien pour chercher à manger, à ce moment-là, moi je me dis, il est temps, vraiment temps, que les minorités organisées et agissantes travaillent d'arrache-pied pour pouvoir renouveler cette classe politique-là. C'est une urgence que demain nous puissions avoir d'autres acteurs politiques différents de ceux que nous sommes en train de voir sur la scène maintenant. Toujours sur cette même question, hein, dans une question orale avec débat au Sénat à Kinshasa, auquel les ministres de la Défense et de l'Intérieur étaient conviés, il en est sorti manifestement que les deux n'ont pas su convaincre sur cette question. Et dans son interpellation, M. Mokonda Bonza a posé cette question. Comment aller négocier à Kampala alors que l'on sait que depuis 1996, l'Ouganda et le Rwanda ont toujours soutenu toutes les rébellions à l'est de la RDC. Et Kampala est partie prenante, donc il n'est pas neutre. Oui, mais Monsieur Timnandou, quand vous lisez le texte du professeur Mokonda au Sénat, il est très très bien fait. C'est un texte qui pose des questions sérieuses. En dehors de soutien offert par l'Ouganda et le Rwanda aux différentes milices qu'ils ont montées de toutes pièces pour pouvoir déstabiliser le Congo avec l'appui de leurs parents, il pose entre autres la question des nominations des Rwandais dans l'armée congolaise et la question des trêves auxquelles les FRDC qui étaient au front ont été confrontés. Donc il y a toutes ces questions-là qui montrent combien ce que nous avons aujourd'hui comme pays a été infiltré par des déstabilisateurs, mais de l'intérieur. Mais encore une fois, ce Sénat dont nous parlons maintenant date de quand, M. Tenngandou? Comment est-ce qu'on peut, avec un même Sénat, travailler sur deux mandats de deux gouvernements différents? Donc il y a une incohérence totale dans laquelle notre pays a sombré. Ce Sénat-là date des élections de 2006. Il n'a pas été renouvelé. Donc, une bonne critique, mais faite au sein d'une structure qui va dans la logique de ceux qui sont au pouvoir et qui sont en train de fragiliser, d'affaiblir ce qu'il y a comme État chez nous. Donc, il y a un problème sérieux, M. Tenngandou. Nous vivons dans un pays sous une double occupation. L'occupation des anglo-saxons par le Rwanda et l'Ouganda interposés avec leurs chevaux de Troie qui se retrouvent aujourd'hui dans les institutions du pays, mais une autre occupation par le canal de la MONUSCO qui est un bras juridique du Conseil de sécurité. Donc nous sommes un pays sous occupation et sous tutelle. Mais comment voulez-vous qu'un pays sous occupation et sous tutelle se tire d'affaire? Tout ce qui se dit dans ces institutions qui pourraient être considérées comme institutions républicaines n'a aucune force de loi parce que ces institutions-là sont ligotées. Donc nous sommes loin de voir le bout du tunnel. Pendant ce temps, Joseph Kabila s'est trouvé, lui, en Tanzanie, où la SADC s'est dite prête à contribuer à une force internationale neutre. À propos de Joseph Kabila, cela va faire près de 12 ans qu'il est au pouvoir, hein, et son action politique manque toujours autant de lisibilité par rapport à cette question des guerres permanentes qu'il y a dans le Kivu.
Mais monsieur Etienne Ngandou, monsieur Joseph Kabila n'est pas venu au Congo pour que son action politique ait quelque lisibilité que ce soit. Lisez le texte qui circule ces jours-ci sur Internet au sujet des contrats qu'il a facilité à son ami Dan Gettler. Vous serez étonné. Ce monsieur-là a participé au bradage de nos mines. Nos mines ont été vendues à vil prix. Ce qui importe aujourd'hui pour ce monsieur, c'est de sauver sa peau. Il n'a rien à voir avec la gestion quotidienne du Congo. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait que le Congo n'a pas d'État. Ceux qui sont encore polis parlent d'un État trop faible. Il y a un ex-président suisse qui est allé à Kananga dernièrement. Il s'est rendu compte que le pays est dans un état de délabrement très avancé. Mais c'est ce travail-là que le monsieur est venu faire au pays. Mettre le pays dans un état d'ingouvernabilité qui ne dit pas son nom, de façon que ceux qui lui ont confié ce mandat se disent: vous voyez, le Congo est trop grand, il ne peut pas être gouverné à partir de Kinshasa. Ce qui importe aujourd'hui, c'est le diviser en des petits morceaux qui pourront être bien dirigés dans les jours et les années à venir. Donc lui parachève son œuvre. Il parachève son œuvre. Il faut le voir. Vous avez à plusieurs reprises mis sa photo quand il est à Kampala à côté de ses amis et frères Mugabe et Kagame. Il est à l'aise. Il leur rend le rapport en leur disant: voilà comment le travail avance très bien. D'ici là, il n'existera plus de pays. Et il n'existera pas plus simplement de pays. Nous risquons de disparaître comme peuple. Et lui pourra se tirer d'affaire comme il entend, quand il voudra. Si les Congolais ne prennent pas la mesure de l'état de délabrement très avancé dans lequel notre pays se retrouve aujourd'hui et du risque de notre disparition en tant que peuple. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que la classe politique congolaise, je parle de ceux qui soutiennent Kabila, voyant son attitude à chaque fois qu'il va rencontrer Museveni et Kagame, continue malgré tout à les soutenir et à affirmer qu'il est leur leader politique? Mais monsieur Etienne Ngandou, ces gens-là ont besoin de manger. Ils ont besoin de manger. Nous venions de dire qu'on ne fait plus de la politique au Congo. D'ailleurs, même du point de vue mondial, la politique est en train de disparaître. Tout le monde travaille pour les multinationales. J'ai cité l'autre fois, je ne sais plus à quelle émission, le livre de deux journalistes français, Kirkus Politicus. Quand vous lisez les livres de ce genre-là, ou le livre de Suzanne Georges, Rapport Lugano 2, cette fois-ci à en finir avec la démocratie, vous vous rendez compte que la politique a disparu depuis très longtemps sur les scènes nationales et internationales. Tout le monde travaille pour les multinationales, tout le monde travaille pour manger, on ne fait plus de la politique. Mais chez nous, la situation est pire. Et pire, tous ces gens-là, pour la plupart, font du bruit pour gagner leur repas quotidien. Ils le font partie dorénavant du 1% des Congolais qui travaillent avec le 1% de la fameuse communauté internationale pour avilir les populations, pour créer la misère, pour créer la paupérisation. Et on ne fait plus de la politique, M. Etienne Ngandou. Donc ces gens-là cherchent à manger. Ils peuvent, au nom de leur ventre, dire une chose et son contraire. Et comme le ridicule ne tue plus, ils sont à l'aise. Alors, toujours sur cette même question, un philosophe congolais bien connu, M. Kamana, a livré sa lecture des faits sur la prise des Goma par M23 et les raisons de la débâcle de l'armée congolaise. Et visiblement, vous ne partagez pas son point de vue. Pourquoi? Non, mais je ne peux pas du tout, mais pas du tout partager
les points de vue de mon aîné Godefroy sur cette question-là. Pourquoi? Parce que je me suis réalisé qu'il fait une analyse hautement philosophique, mais qui manque sérieusement des dimensions sociologiques. Il ne fait même pas appel à notre histoire. Il fait comme si le fait de se retrouver au bord du lac, là où il était, le coupait et de tout le reste du pays, et de notre histoire, et des faits les faits que nous critiquons, les différents rapports des experts de l'ONU. Non, il est coupé de tout, sauf de sa tête, du livre du roman qu'il lisait, et de sa réflexion hautement philosophique. Mais quand dans l'entretemps, vous suivez la conférence qu'il y a eu à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, au mois de mai, une conférence tenue par le professeur Mwaka, par le professeur Bioya, par l'un des responsables du journal Le Potentiel, Moulumba Kabouaï, par le docteur Emmanuel Kabongo. Quand vous suivez ce débat-là, cette conférence-là, vous sentez combien c'est différent des propos tenus par notre aîné Kamana. Il y a eu, après l'intensification de la guerre à l'est de notre pays, un débat sur Maki Hebdo, un échange sur l'actualité auquel a participé notre compatriote Anissé Mobé-France, qui est un chercheur en sciences sociales. Quand vous suivez cet échange-là, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de références à l'actualité, aux différents rapports, aux livres qui traitent de ce qui se passe dans notre pays, que au petit roman auquel s'est référé Monsieur Kamana, un aîné pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais dont certaines réflexions me font réfléchir. Je dis, mais comment est-ce qu'il peut être au bord du lac et être coupé des faits et de l'histoire? C'est ça des questions que sa réflexion a soulevé en moi, et c'est cela qui m'a poussé à aller voir ailleurs. J'ai vu Maki Hebdo, Anissé Mobé intervenir, j'ai vu la conférence tenue à l'université de Kinshasa, et vous avez un Moulumba Kabouaï qui vous balance des documents qui ne sont pas simplement écrits par des rêveurs, mais des documents historiques qui disent ce qui se passe réellement dans notre pays aujourd'hui. Et si nous avions un gouvernement responsable, ces quatre messieurs qui ont tenu la conférence du mois de mai à l'université de Kinshasa auraient pu faire une tournée dans notre pays en train d'expliquer aux étudiants de toutes les universités, de toutes les institutions publiques et de tous les instituts supérieurs de notre pays, ce qu'ils ont dit à l'université de Kinshasa. Et ce sont ces messieurs-là qui peuvent à un certain moment enseigner aux hommes politiques ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression qu'en dehors des messieurs comme ceux-là, la plupart de ceux que nous considérons aujourd'hui comme étant hommes politiques congolais divaguent. Ils passent à côté des questions pertinentes qui se posent aujourd'hui dans notre pays. Ils font du bruit simplement pour qu'ils demeurent le 1% qui fait du mal à notre peuple. Mais pour revenir au point de vue de M. Kamana, ce n'est pas un point de vue par rapport à l'endroit où il se trouve, lui. A-t-il pris assez de recul par rapport à l'endroit où il se trouve pour faire cette réflexion? J'ai peur que ça ne soit que cela. J'ai peur que ça ne soit que cela. Et là, j'aurais peur que dans les jours et les années à venir, une tête comme celle-là, une tête qui réfléchit souvent convenablement, ne puisse plus attirer tellement les Congolais. Très bien. Le Fonds monétaire international a suspendu l'aide de 240 millions de dollars qu'il devait accorder à la RDC. Donc c'est plutôt un prêt
pour ne pas avoir à publier des contrats miniers comme l'avait requis l'organisation internationale. Monsieur Mbelou, cette annonce confirme bien hein, l'opacité dans laquelle les affaires de l'État sont gérées par les clans proches de Joseph Kabila. Et on sent aussi que le Premier ministre Matata Mpoyo, malgré tous ses efforts, il n'a pas l'effectivité du pouvoir. On a l'impression là d'avoir un mousito bis. Et Monsieur Etienne Ngando, c'est vrai, le Fonds monétaire international a mis la main sur l'opacité de la gestion, des mines congolaises. Mais pourquoi est-ce que le Fonds monétaire international fait cela? Et puis, est-ce que vous êtes sûr que ceux qui gèrent le Fonds monétaire international ne savent pas que, en travaillant avec les criminels de guerre, les criminels économiques qui sont pour la plupart au pouvoir aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que le Fonds monétaire international ne savait pas qu'ils allaient tomber dans cette opacité-là? Le Fonds monétaire international le savait bien. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Le Fonds monétaire international contrôle. Il voit où va le marché congolais des mines. Ce qui est déjà handicapant pour le pays, parce qu'on ne peut pas organiser tout le commerce d'un pays autour des mines. Hein, cela a fait que, c'est une parenthèse que j'ouvre, aujourd'hui l'agriculture chez nous ne fonctionne pas. Nous sommes obligés d'importer le riz que nous savons facilement cultiver presque partout dans notre pays. Donc ce qui se passe c'est ceci, M. Etienne Ngando. Le Fonds monétaire international travaille à l'augmentation de la dette du Congo, une dette odieuse, avec des messieurs très peu recommandables, qui sont pour la plupart des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité et des criminels économiques. Le Fonds monétaire international le sait, mais le Fonds monétaire international, c'est aussi le bras économique des États-Unis, qui essaie de voir si la Chine et les autres pays ne sont pas en train de prendre trop de place au Congo, la place que devraient nécessairement occuper que devraient nécessairement occuper les États-Unis. Il y a, n'oubliez pas, M. Ngando, que la guerre qui se mène aujourd'hui dans notre pays est une guerre de basse intensité, une guerre entretenue par les anglo-saxons, les élites anglo-saxonnes dominantes, par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi interposés. C'est une guerre d'accès aux matières premières. Et demain, cette guerre va s'intensifier parce que le Congo risque de rester le champ de bataille entre la Chine et les États-Unis. N'oubliez pas que quand le CNDP est né, c'est au moment où les contrats miniers avaient été signés entre la Chine et le Congo. Et à ce moment-là, le CNDP a été créé pour forcer Kinshasa à rompre ce marché avec la Chine. Il faut tout le temps avoir ces questions en tête. La guerre de basse intensité est une guerre d'accès aux matières premières du Congo. Et dans cette guerre, il y a les institutions financières internationales, dites internationales, qui y participent parce qu'elles voudraient tout converger vers les élites anglo-saxonnes dominantes et leurs multinationales. C'est la remarque que le Fonds monétaire international fait chez nous. Il n'ira pas la faire en Russie. Il n'ira pas la faire au Venezuela. Il n'ira pas la faire en Bolivie. Il n'ira pas la faire en Équateur. Ce sont des pays qui ont compris que leur vie est liée à leur souveraineté économique et politique. Nous sommes un pays sous occupation et sous tutelle. Nous ne jouissons ni de notre souveraineté économique, ni de notre souveraineté politique. Voilà pourquoi le Fonds monétaire international peut s'immiscer dans la gestion de nos matières premières
après avoir favorisé la dette odieuse dans notre pays. Pour finir, un mot sur la réforme de la CENI qui vient d'être approuvée au Parlement. Et on apprend que le prochain président de cette institution viendra de la société civile. Est-ce de nature à garantir la transparence des prochaines échéances électorales? Non, Monsieur Tiengandou, c'est une course folle vers le néant. Tant que la question de la légitimité des élections du pouvoir issues des élections de novembre 2011 n'aura pas trouvé sa solution, le reste ne sera que du vent. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou, à la semaine prochaine. Voilà l'enregistrement.